bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire dans le cadre de notre programme, de notre projet Climat de changement. Je me présente, Benoît Perrand, je suis directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, ce webinaire s'inscrit dans notre projet Climat de changement qui est financé par le gouvernement fédéral. Dans le cadre de ce projet, on cherche à informer, sensibiliser les acteurs régionaux et les outiller pour mieux lutter contre les changements climatiques et s'adapter aussi aux changements climatiques. Donc, on organise une série d'activités. Donc, vous avez peut-être déjà participé à des webinaires précédents ou à d'autres activités qu'on a organisées dans ce cadre-là. Et donc, aujourd'hui, on vous accueille pour un webinaire pour le lancement du guide pour la gestion durable des friches à différentes échelles territoriales. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on accueille deux conférencières. Tout d'abord, Catherine Monette, qui est coordonnatrice en milieu naturel et biodiversité au Creux Montérégie, qui vous présentera justement le guide pour la gestion durable des friches à différentes échelles territoriales. Puis, nous accueillons également Virginie Auger, qui est chef de section par intérim de la section biodiversité du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de la ville de Montréal et qui nous présentera la gestion des friches du réseau des parcs nature de la ville de Montréal. Donc, merci à nos deux conférencières d'être là ce matin. Et puis, tout de suite, peut-être juste, on va laisser commencer la présentation de Catherine, suivie d'une période de questions. On va se prendre peut-être 20 minutes de période de questions après sa présentation. Puis on passera à la présentation de Madame Auger, suivie d'une autre période de questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le temps de poser votre question dans le premier bloc, vous pouvez la garder. Vous pouvez mettre vos questions, vous écrire vos questions dans le chat ou lever la main pour la poser de vive voix. Donc, en attendant, n'hésitez pas à couper votre micro. Puis, bon webinaire, bonne première présentation. À toi, Catherine. Merci, Benoît. Donc, comme d'habitude, je vais valider avec toi, Benoît. Est-ce qu'on voit bien ma présentation? On voit très bien ta présentation. Super. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Ça fait plaisir. Je suis très excitée de vous présenter le guide sur lequel on a travaillé au cours des 2 dernières années. Donc, qui est officiellement lancé aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter ça. Puis, dans le fond, globalement, le plan de ma présentation, ce que je compte vous présenter, c'est vous présenter tout d'abord c'est quoi les friches, c'est quoi ces milieux-là, pourquoi on souhaite les gérer durablement, c'est quoi l'intérêt de les gérer durablement. Puis ensuite, je vais vous présenter le fameux guide. Donc, je commence, mais c'est quoi les friches? Ce qu'on entend par ça, donc c'est des milieux terrestres qui sont dominés par des plantes herbacées ou des arbustes. Donc, c'est vraiment des habitats qui sont en transition vers la forêt. Donc, des exemples de ce genre d'habitat-là, on peut penser, c'est par exemple, il y a des terrains vacants, tous les secteurs aussi où est-ce qu'il y a du contrôle de la végétation là, de façon récurrente, comme par exemple dans les emprises, que ce soit des emprises routières, ferroviaires, transport d'énergie. Ça comprend aussi, par exemple, des zones de perturbation forestière, donc des trouées qui se forment dans la forêt, soit par des coupes ou des chablis, des feux de forêt, etc. Puis, dans le fond, là, ce que je vous montre à l'écran, c'est qu'on a différents types de friches. Donc, on a des friches, par exemple, herbacées, friches arbustées ou arborescentes. Puis, c'est vraiment, dans le fond, c'est l'âge, la hauteur de la végétation qui détermine ces catégories-là. Donc, si on commence les friches herbacées, c'est vraiment des friches qui sont dominées par les plantes herbacées, donc une végétation très basse. Puis, ça va être des milieux très jeunes, là, qui ont moins que 5 ans. Sinon, dans l'évolution, ensuite, on peut passer à la friche arbustée, où est-ce que là, on va être un habitat un petit peu plus âgé, donc une végétation plus haute, avec un peu plus une dominance d'arbustes, pour finalement arriver à la friche arborescente plus vieille, donc avec une majorité d'arbres. En fond, c'est la dernière étape un peu avant la transition finale vers la forêt. Donc, globalement, c'est ça, les friches, ces milieux-là.
Puis maintenant, je vais vous présenter un peu c'est quoi le rôle et l'importance de ces fameuses friches-là. C'est quoi pourquoi on souhaite les gérer durablement, en fait. Donc, tout d'abord, je commencerai par vous présenter un peu c'est quoi les services que les friches rendent pour lutter contre les changements climatiques. Donc, tout d'abord, il y a le rôle qui est la réduction des îlots de chaleur. Donc, c'est les milieux c'est une végétation plus haute, plus abondante, donc qui contribue beaucoup à réduire la température dans les eaux de chaleur, par exemple en milieu urbain. Puis il y a des études super intéressantes qui ont été faites justement qui ont démontré que comparativement à des surfaces gazonnées, les friches peuvent avoir jusqu'à une différence de 20 degrés de moins dans les friches. Donc, c'est pas négligeable, donc ça peut contribuer de façon significative à la réduction de la température. On a aussi qu'est-ce qui est la question de la gestion de l'eau. Donc, évidemment, là, les friches, c'est une végétation plus dense avec un meilleur réseau racinaire que les zones gazonnées. Donc, ça crée des espaces perméables qui ont une meilleure rétention de l'eau, particulièrement eau de ruissellement. Puis ça peut contribuer, c'est très intéressant dans le cadre, là, par exemple, des surcharges, des cas de surcharge du réseau d'égout. C'est quelque chose on sait qu'il va être de plus en plus, qui est déjà un enjeu, mais que ça va s'aggraver, notamment avec les changements climatiques. On anticipe qu'il y aura de plus en plus d'épisodes de fortes pluies. Donc, justement, surcharge du réseau d'égout, les fameuses inondations de rue qu'on peut appeler, là. Donc, les friches contribuent beaucoup là, pour imperméabiliser le sol et réduire ces enjeux-là. Puis j'apporterai une petite notion aussi que c'est très intéressant, là, les friches là, dans le cas de zones de contrainte. Ça s'applique aussi dans le cas de la réduction des îlots de chaleur. Donc, par exemple, en milieu urbain, des fois, il peut y avoir des zones de contrainte où est-ce qu'il y a, par exemple, un manque d'espace ou de la proximité des infrastructures, peu importe. Donc, des zones qui fait que ça peut peut-être être plus difficile de faire de la plantation d'arbres si on veut contribuer, mettons, à réduire les îlots de chaleur. Donc, dans ces zones-là, où est-ce que c'est pas possible, par exemple, d'avoir des arbres ou une végétation plus importante, bien là, les friches sont très intéressantes dans ces zones plus restreintes-là là, pour avoir une végétation naturelle qui va contribuer à justement la lutte au changement climatique. Je continue encore la lutte contre les changements climatiques, mais c'est sûr que ça va de soi. On entend beaucoup parler de connectivité écologique, donc les fameux corridors, donc les chemins naturels par lesquels la faune et la flore se déplacent d'un milieu naturel à l'autre. Puis on sait que la connectivité écologique, ça va être la stratégie principale là, pour que les espèces puissent faire face, s'adapter au changement climatique. C'est anticipé que, dans le fond, dans les prochaines années, là, justement que ces espèces-là puissent s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, les espèces vont devoir se déplacer jusqu'à 45 km par décennie vers le nord. Donc, ça leur prend des corridors pour se déplacer, pour faire face à ces changements-là. Puis, les friches sont intéressantes pour ça. Souvent, quand on parle à des corridors, on pense beaucoup à des îlots boisés connectés, des haies brisantes, tout ça, mais les friches, c'est des maillons essentiels aussi là, pour consolider ce réseau de corridors-là. Particulièrement dans des territoires très fragmentés, comme par exemple la Montérégie, où est-ce qu'on a une matrice très agricole. Donc, ça peut être difficile des fois d'avoir des corridors plus continus là, de boisés ou d'autres types de milieux naturels. Donc là, les friches sont très intéressantes dans ce genre de paysage-là humanisé. Donc, on parle en ce cas-là d'étapes relais. Peut-être que vous connaissez, des fois, on entend parler plutôt de pas japonais. Donc, c'est la même chose, c'est des parcelles disjointes de milieux naturels qui sont beaucoup plus adaptées dans un territoire fragmenté là, pour permettre quand même là, une connectivité entre les milieux naturels puis offrir ces zones-là de déplacement à la faune et la flore. Donc, voilà. Puis, évidemment, je n'ai pas le choix de vous parler de biodiversité aussi. Ça fait le pont aussi avec les changements climatiques quand même, parce qu'on sait que faire face au changement climatique, la biodiversité aussi, c'est super important. Si on a des milieux naturels très riches en biodiversité, ces milieux-là sont plus aptes à faire face au changement climatique, à s'adapter. Donc, ça fait un bon pont, mais aussi, c'est ça qui est très particulier des friches, mais c'est qu'il y a vraiment une biodiversité complètement unique à ce type de milieu-là. Donc, par exemple, des petits chiffres intéressants ici. Donc, on a 50% des espèces d'oiseaux, 60% des espèces de mammifères qui vont dépendre à un moment ou un autre de leur cycle de vie. Ils vont dépendre des friches. Donc, c'est ça, on a vraiment une panoplie d'espèces qu'on retrouve dans d'autres types de milieux naturels, mais qui vont avoir besoin aussi de friches à un moment ou un autre.
Puis, on a aussi des espèces qui sont complètement exclusives aux friches, donc on retrouve uniquement dans ce genre d'habitat-là. Donc, c'est vraiment, c'est une biodiversité unique qu'on se doit de préserver. Puis, un autre petit chiffre très frappant, juste dans le territoire du Grand Montréal, on a environ 70 espèces qui sont présentement en déclin. Puis, bon, c'est sûr qu'on ne se le cache pas, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais une des raisons, c'est notamment aussi que les friches, c'est des habitats quand même assez rares. On n'en a pas beaucoup à travers les territoires, c'est des petites friches, sont souvent isolées les unes des autres, augmentées. Donc, ça contribue justement un peu au déclin de ces populations-là qui dépendent absolument des friches. Donc, d'où le rôle, c'est ça qu'on doit préserver ce type d'habitat-là à travers le paysage. Puis, justement, ça m'amène à parler aussi, justement, de la contribution des friches aux autres types de milieux naturels. Donc, c'est justement un peu grâce à cause de cette biodiversité-là. Donc, c'est à travers un paysage, on a une mosaïque hétérogène. Donc, on a vraiment une représentativité de tous les différents types de milieux naturels, incluant les friches. C'est vraiment à ce moment-là qu'on obtient vraiment le plein potentiel de biodiversité sur le territoire, le plein potentiel aussi de services écologiques, de bénéfices que tous ces milieux naturels-là offrent. Puis, je mentionne également aussi la proximité de friches à d'autres types de milieux naturels aussi. Il y a des milieux naturels qui peuvent bénéficier d'avoir une friche à proximité parce que justement, ça contribue à avoir une plus grande diversité d'habitats pour abriter une biodiversité des espèces différentes. Donc, ces milieux-là peuvent bénéficier, peuvent voir leur valeur écologique même augmenter s'ils sont à proximité de friches. Donc, c'est ça globalement que je voulais présenter, que c'est important d'avoir à travers sur le territoire une diversité de milieux naturels, incluant des friches. C'est comme ça qu'on a vraiment une mosaïque hétérogène très intéressante, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques. Donc, je continue. Les friches, ben, c'est ça, je viens de vous présenter un peu c'est quoi leur rôle, l'importance. C'était très résumé, mais c'est des milieux qui, on ne se cache pas, font face à beaucoup d'enjeux quand même. Puis un de ces enjeux-là, c'est notamment la mauvaise perception. Donc, les friches, leur valeur, justement, est encore mal connue. Puis ça fait que ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, mais quand même, ces milieux-là sont encore parfois perçus négativement parce que justement, on ne connaît pas encore assez leur valeur écologique, l'importance de ce type de milieu-là. Il y a également l'enjeu de la législation, donc à l'inverse des autres types de milieux naturels, donc contrairement par exemple aux forêts ou aux milieux humides, les friches ne sont pas protégées directement par une loi. Donc, ça peut rendre plus difficile leur conservation ou leur gestion durable. Il y a également aussi toute la pression du développement et de la compensation. C'est probablement les milieux naturels qui subissent la plus grande pression par les projets de développement. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est souvent des terrains vacants, donc des terrains en attente de développement. Donc, ils subissent une très grande pression à ce niveau-là. Mais il y a aussi la pression aussi pour les projets de compensation. Donc, compensation pour la perte d'autres types de milieux naturels. Puis ça, c'est un enjeu qui va s'aggraver dans les prochaines années, étant donné qu'on parle beaucoup là, dernièrement là, d'un besoin de restaurer les milieux naturels, améliorer leur qualité. On a notamment les milieux humides et hydriques. On le sait présentement, quand il y a des pertes, ces pertes-là se doivent être compensées. On doit venir recréer de nouveaux milieux humides. Donc là, ça rajoute une pression de plus là, aux friches là, qui peuvent être ciblées comme des secteurs potentiels pour aller faire ces projets de compensation-là. Donc, c'est un défi de trouver un peu un équilibre entre tous les types de milieux naturels sur un territoire, mais garder aussi une bonne représentativité des friches. Puis je termine, mon dernier enjeu, c'est la planification territoriale. Donc, les friches sont encore pour l'instant très peu intégrées à la planification du territoire, mis à part pour de la remise en culture, du développement, comme je mentionnais, ou pour du reboisement. Donc, c'est sûr que là, ben, on peut, dans la planification du territoire, ne sont pas nécessairement reconnus comme étant des milieux naturels ayant une valeur écologique. Donc, ça rend plus difficile justement là, des démarches ou des projets pour leur conservation ou leur gestion durable. Donc, ça m'amène à vous parler de pourquoi on a jugé intéressant de rédiger un guide pour la gestion des friches. Tout d'abord, c'était dans un objectif de valoriser ces milieux-là. Donc, et faire connaître les friches, puis faire connaître aussi leur rôle, leur importance, leur valeur.
que ce soit autant pour la lutte contre les changements climatiques ainsi que pour la biodiversité. Il y avait aussi un grand besoin aussi de développer un outil de référence qui d'aide à la décision à l'intention des intervenants d'aménagement du territoire. Donc, avant de se lancer dans ça, on a eu beaucoup de discussions avec des urbanistes de ville ou des aménagistes dans les MRC. Puis, étonnamment, la plupart étaient très intéressés, reconnaissaient l'importance des friches, mais ils se sentaient très peu outillés de comment arriver à la conservation de ces milieux-là, par quoi ils devaient... comment ils pouvaient y arriver, c'est quoi les étapes à entreprendre, comment est-ce qu'ils pouvaient amener ça aussi, par exemple, auprès de leurs élus pour discuter de projets potentiels, de démarches potentielles. Donc, il y avait un besoin d'avoir un outil, un document de référence qui d'aide à la décision. Finalement, il y aussi avait un besoin d'avoir une boîte à outils parce qu'il y a déjà présentement beaucoup d'outils et de documents qui existent, qui ont été rédigés, produits par une diversité d'acteurs en environnement, les acteurs locaux et régionaux. Donc, il y avait un désir de valoriser ces outils-là, les partager, les faire connaître, que ces outils-là puissent être utilisés puis répliqués. Donc, pas tout le temps repartir de zéro, aussi profiter du travail qui a déjà été accompli. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Le guide a été rédigé. Je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Puis là, globalement, c'est ça que vous avez là, à l'écran. On ne l'a pas fait tout seul, ce guide-là. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués. Donc, on a eu plusieurs appuis financiers, puis beaucoup de partenaires qui ont été impliqués aussi, là, qui nous ont appuyés dans la démarche. Donc, que ce soit pour diverses rencontres, pour échanger sur les besoins, les attentes, de la révision, la lecture du guide pour commentaires, suggestions. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été impliqués, qui ont contribué à bonifier ce guide-là. Donc, on les remercie. J'en profite pour les remercier. Donc, maintenant, je me lance un peu plus pour la présentation de ce guide-là. Donc, je commence avec une petite notion sur la portée et la limite du guide. Donc, c'est un guide qui a été rédigé avec des lignes directrices, des recommandations applicables, qui se voulaient applicables à une généralité des friches et des contextes territoriaux similaires à ceux de la Montérégie, parce qu'on voulait que ça soit utile à plus de gens possible, que ça soit réplicable. Par contre, c'est un guide qui, c'est en raison de différents enjeux socio-économiques propres aux friches agricoles ou aux cultures pérennes. Donc, ce que j'entends par culture pérenne, c'est les cultures de fourrage ou pâturage. Ce guide-là, il n'a pas été écrit à l'intention de ce type de friche-là. C'est sûr qu'il y a des recommandations, des lignes directrices qui peuvent être applicables, qui peuvent quand même être intéressantes, mais il faut juste garder en tête que le guide n'a pas été rédigé à cette intention-là, pas applicable nécessairement au milieu agricole, étant donné que, comme je disais, il y a des enjeux très propres au milieu agricole, que là, ça a nécessité vraiment des recommandations, des stratégies complètement différentes, travailler de concert avec les producteurs agricoles. Donc, on ne voulait pas nécessairement tout de suite toucher à ça. Peut-être que ça viendra un jour, mais à voir, parce que j'en profite pour vous dire qu'il y a déjà plein d'acteurs qui œuvrent dans ce domaine-là, plein d'acteurs qui sont déjà très proactifs, qui travaillent avec les producteurs agricoles, l'UPA, le MAPAC, donc justement pour développer des stratégies pour faire la conservation des friches en territoire agricole. Donc, il y a des acteurs déjà très actifs, des outils qui existent pour ça. Donc, c'était mon petit point d'information un peu sur la limite du guide. Donc, le guide, la structure du guide, il y a différentes sections, donc il y en a 7. Puis, bon, mis à part l'introduction et la conclusion, on a, je vais vous les présenter après, ces différentes sections-là, mais on a une mise en contexte. On a les sections 3 et 4 qui sont vraiment le cœur du guide. Je pense que c'est ces sections-là que les gens vont aller surtout consulter. Donc, une section dédiée vraiment plus à comment intégrer les friches à la planification territoriale, puis une section un petit peu plus en lien avec la gestion des friches sur les propriétés, donc plus terrain. On a une section aussi sur les partenaires, puis également sur les sources de financement. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. Donc, en premier, la section mise en contexte, c'est beaucoup ce que je viens de vous présenter là, tout à l'heure. Beaucoup de définir c'est quoi une friche, tous les services écologiques, le rôle des friches, les enjeux auxquels font face, puis la législation aussi. Là, je mentionnais que la législation ne protège pas directement les friches, mais il y a des lois quand même qui peuvent permettre indirectement de les protéger. Donc, c'est une section qui décrit tout ça, mais beaucoup plus en détail que ce que je vous ai présenté, avec beaucoup plus d'informations,
Puis, c'est une section que vous pouvez vous référer si vous voulez vraiment aller piger de l'information pour bâtir notamment un argumentaire pour venir valoriser le rôle et l'importance des friches. Si vous désirez développer des stratégies de communication là, pour vos démarches ou vos projets, c'est dans cette section-là que vous pouvez aller vous bâtir un argumentaire. Maintenant, la section plus crunchy, je pense qui intéresse plus les gens, c'est vraiment une section dédiée plus à l'intégration des friches à la planification territoriale. Donc, c'est une section qui s'adresse aux intervenants de l'aménagement du territoire. Donc, on a des sections vraiment dédiées à ces différents types d'intervenants-là. Donc, on a la communauté métropolitaine de Montréal, CMM. On a les MRC, puis on a également les villes et municipalités. Donc, chacun de ces intervenants-là a des sections propres à eux. Donc, ils peuvent aller se référer directement à la section qui les concerne. Mais ils peuvent également feuilleter les autres sections s'ils veulent aller chercher un peu plus d'informations. Puis, dans le fond, l'objectif de cette section-là, c'était pour chacun de ces intervenants-là donner des lignes directrices, des recommandations sur les grandes étapes à entreprendre pour la conservation ou l'utilisation, l'usage durable, la gestion durable des friches. C'est quoi les différents éléments à considérer, les sources de données, les outils, etc. Donc, rapidement, là, je vais vous présenter un peu là, ce qui est retrouvé dans ces sections-là. Donc, au niveau de la CMM, c'est des recommandations. Là. Dans le fond, les recommandations, j'ai oublié de le mentionner, c'est beaucoup axé principalement, on essaie de viser beaucoup c'est quoi le rôle que ces intervenants-là jouent sur le territoire. Donc, axer des recommandations par rapport à ces rôles-là, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer pour la conservation des friches. Donc, pour la CMM, c'est beaucoup des recommandations en lien avec l'identification des friches d'intérêt métropolitain. Donc, la CMM aussi, elle a identifié beaucoup, par exemple, de boisés ou des milieux humides qui sont d'intérêt métropolitain. Mais ici, là, dans le guide, il y a des recommandations pour également cibler des friches d'intérêt métropolitain qui vont vraiment contribuer là, à la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Puis tout ça, c'est dans l'optique aussi de la révision du plan métropolitain d'aménagement et développement, le PMAD de la CMM, qui est présentement en révision, en fait. Donc, c'est des recommandations pour voir comment dans la révision du PMAD, les friches peuvent y être intégrées. Puis aussi, voir comment les objectifs qui sont visés par le PMAD, comment ils peuvent être atteints en incluant aussi les friches. Donc, la CMM a beaucoup d'objectifs qu'elle s'est fixés pour des objectifs de biodiversité, protection des milieux naturels. Notamment suite à la COP15 aussi, la CMM s'est prononcée sur d'autres objectifs en lien avec la biodiversité. Donc, c'est des recommandations justement là, pour tous ces objectifs-là, comment est-ce que ça pourrait être atteint en incluant les friches dans ça. Pour les MRC, maintenant, c'est plus un objectif, dans le fond, c'est des recommandations pour la priorisation des friches d'intérêt régional. Donc, à l'échelle des MRC, faire une priorisation des friches d'intérêt. Donc, là, les MRC, dans le fond, ils risquent de s'y retrouver. C'est une démarche quand même très similaire à celle qui a été réalisée pour les plans régionaux milieux humides et hydriques que les MRC ont déjà fait ou sont présentement en cours de rédaction. Mais là, il y a une méthodologie plus adaptée là, avec des sources de données plus spécifiques pour les friches, pour justement faire une priorisation des friches d'intérêt en tenant compte des grands enjeux environnementaux du territoire. Puis, c'est à partir de ça, en sachant un peu c'est quoi globalement le portrait du territoire, les friches d'importance, ben là, les MRC peuvent se lancer plus au niveau de la planification territoriale. Donc, il y a tout plein de recommandations à ce niveau-là, les différents outils disponibles pour les MRC pour venir intégrer les friches à la planification territoriale, comment adapter ces outils-là pour les intégrer, avec tout plein d'exemples aussi là, de MRC ou agglomérations qui sont déjà assez avancées là, dans ce genre de démarche-là. Puis finalement, on a la section dédiée plus pour les villes et les municipalités. Donc, les villes, ce qu'on leur recommande, c'est de prendre connaissance des friches d'intérêt régional. Donc, que ce soit de la priorisation qui a été faite par la CMM, si c'est des municipalités qui sont dans l'agglomération métropolitaine, ou de prendre connaissance de la priorisation des friches sur le territoire de leur MRC. Puis après, il y a une section dédiée vraiment à s'il y a un désir d'adapter cette priorisation-là à l'échelle municipale, donc en tenant compte vraiment des besoins, des réalités de sa municipalité, il y a une méthodologie qui est proposée, détaillée là, avec toutes sortes de sources, tout plein de sources de données aussi pour réaliser cette priorisation-là.
Puis après, il y a une section dédiée plus au niveau de la révision puis l'adaptation de la réglementation. Donc, voir comment est-ce qu'une ville, une municipalité peut adapter sa réglementation, la réviser pour inclure les friches, les intégrer pour les conserver ou les gérer plus durablement. Puis une section dédiée aussi à tout ce qui est la sensibilisation et l'éducation de la population aussi. Donc, je parlais le bien dans le fond, développer des stratégies de communication là, pour expliquer, faire connaître la valeur écologique des friches là, auprès de la population, puis dans le fond, là, expliquer toute la démarche, l'importance de ces milieux-là. L'autre section du guide, maintenant, c'est concernant la gestion durable des friches sur ses propriétés. Donc, c'est une section qui est à l'intention vraiment des gestionnaires de propriétés, qui peuvent être, encore une fois, à la fois les villes et les municipalités, mais également les entreprises, les grands gestionnaires de parcs, etc. J'apporte juste une petite mention parce que je pense que dans la salle, il y a beaucoup de citoyens. C'est sûr que c'est une section qui n'a pas été rédigée à l'intention des citoyens. Il peut quand même avoir des choses intéressantes, des lignes directrices qui peuvent être applicables. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, savoir vraiment en tant que citoyen sur votre terrain, dans votre cours, qu'est-ce que vous pouvez faire, il y a plein de ressources en ligne qui existent, des outils déjà disponibles. Donc, vous pouvez aller consulter ça. Puis, si jamais vous voulez être un peu plus orienté vers les bons outils, n'hésitez pas là, à nous contacter ou contacter d'autres groupes environnementaux que vous connaissez et ils peuvent vous rediriger si jamais ça vous intéresse. Je vais juste apporter un petit point d'information comme ça. Là, cette section-là, c'est en plus à l'intention des grands gestionnaires de propriété. Donc, je commence dans la section là, du guide. Dans cette section-là du guide, il y a vraiment des recommandations qui touchent plus au niveau de la création de friches. Donc, si sur vos propriétés, vous désirez créer des friches, donc augmenter la biodiversité sur vos terrains ou peu importe, ou si vous avez d'autres objectifs, bien, dans cette section-là, vous allez retrouver toutes les différentes étapes à entreprendre, les éléments à considérer. Comment se doter de bons objectifs aussi, le cibler, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que justement c'est un objectif de biodiversité? Ça peut être un objectif de réduction des îlots de chaleur, lutte aux espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est bien cibler ces objectifs-là. Puis dans cette section-là, vous retrouverez aussi différentes méthodologies pour la création de friches. Donc, avec une comparaison de ces différentes méthodologies-là pour voir quelle méthodologie serait la plus applicable pour répondre aux objectifs que vous êtes ciblés, mais aussi comparer ces méthodologies-là basées sur, par exemple, c'est quoi seraient les coûts qui seraient nécessaires, est-ce qu'il y aurait des besoins d'expertise particulière pour la mise en œuvre, le suivi, etc. Donc, vraiment une section de comparaison de différentes méthodologies pour la création de friches. Puis ensuite, il y a une section dédiée plus pour l'entretien des friches. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est des milieux en transition vers la forêt. Donc, c'est des milieux évolutifs dans le temps. Donc, il y a un besoin là, de faire un contrôle de la succession végétale si on souhaite les maintenir dans le temps à l'état de friche. Puis ça, c'est au même titre que n'importe quel autre milieu naturel. Si on prend par exemple les forêts, bien, on sait que les forêts aussi ont besoin là, d'avoir un aménagement forestier, la mise en valeur forestière, là, si j'utilise les mêmes termes que les ingénieurs forestiers. Mais c'est ça, des besoins là, d'entretenir les forêts, faire du contrôle d'espèces exotiques. Donc, c'est pareil pour les friches aussi. Il y a des besoins là, de faire de l'aménagement, puis si on veut les maintenir à l'état de friche, dépendamment aussi là, de quel type de friche qu'on a, puis c'est quoi les objectifs qui ont été ciblés. Ce contrôle-là peut varier. Là, ça peut être des interventions, par exemple, très minimes annuellement, comme que ça peut être des interventions plus grandes, mais à des intervalles de 3, 4 ou 5 ans, dépendamment de ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est détaillé dans cette section-là. Pour ça, on a également une section dédiée vraiment à la stratégie de communication. Donc, si on se lance dans des projets, justement, là, on a des friches où on va en créer, c'est quoi les grands messages clés qui doivent être véhiculés pour pour parler du projet, faire valoir l'importance du projet, pourquoi est-ce qu'on veut avoir des friches sur nos propriétés. Donc, les grands messages clés à faire passer, puis aussi plein d'exemples aussi pour la mise en œuvre de cette stratégie de communication-là. Des exemples de moyens à mettre en place, à quel moment stratégique du projet. Puis, je termine, il y a une section aussi plus au niveau de la bonification des friches. Donc, s'il y a des désirs de faire de la mise en valeur des friches, donc par exemple, soit donner l'accès ou avoir des circuits d'interprétation, il y a tout plein de recommandations là. Puis également aussi des recommandations pour des aménagements fauniques.
Donc, des aménagements là, pour la faune là, spécifiques, là, si on veut venir bonifier les friches sur nos propriétés là, pour rendre l'habitat peut-être un peu plus intéressant pour certains groupes d'espèces animales. Donc, voilà. Je vous retourne également, comme je vous disais tout à l'heure, une section sur les partenaires, donc une section qui liste, c'est une liste non exhaustive, mais quand même là, une liste là, de tout plein d'acteurs qui œuvrent pour la gestion durable, la conservation des friches. C'est sûr que là, c'est pas exhaustif, puis on visait beaucoup des acteurs qui, leur territoire d'action touche la Montérégie. Dans le fond, mais si jamais là, vous êtes en dehors de la Montérégie et ça vous intéresse de mieux connaître là, les acteurs sur vos territoires, ben, je vous recommande de contacter vos conseils régionaux en environnement propre de votre région. Ça va leur faire plaisir de vous rediriger vers les bons acteurs là, qui pourraient vous appuyer dans vos démarches et vos projets. Puis finalement, on a la section sur le financement. Donc, on a une très longue liste là, de différents programmes de financement potentiels là, pour des projets là, de conservation, de gestion durable des friches. Donc, vous avez donc, ces programmes-là qui vont vous rediriger vers les pages adéquates de ces programmes-là avec des textes descriptifs des sources de financement. Puis encore une fois, là, je vous invite, si jamais là, vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les partenaires, les acteurs locaux sur votre territoire qui peuvent vous aider là, à vous orienter, vous rediriger vers les bonnes sources de financement selon vos besoins, selon vos projets. Puis je termine ici la présentation du guide en apportant de l'attention ici sur, dans le fond, des encadrés, des hyperliens. Donc, des choses que vous allez retrouver un peu partout dans le guide. Comme je mentionnais tout à l'heure, on voulait que le guide soit beaucoup aussi une boîte à outils, valoriser les documents, les outils qui existent déjà. C'est ça que vous allez retrouver dans le guide. Là, il y a plein d'encadrés que c'est super intéressant pour vous, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des mises en situation. Donc, des exemples de mise en application des recommandations, des lignes directrices émises dans le guide, mais aussi tout plein d'exemples de projets, des projets qui ont déjà été faits ou des projets déjà en cours. Donc, ça peut être source d'informations très intéressantes là, si vous voulez savoir un peu ce qui se fait, puis avoir des organisations, là, des listes d'organisations que vous pouvez contacter si vous voulez en apprendre un peu plus, s'il y a des projets qui vous inspirent, que vous aimeriez répliquer sur vos territoires. Bien, vous pouvez contacter ces organisations-là pour voir, discuter, bien, avoir un partage d'outils développés, un retour d'expérience, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment ils ont relevé les différents défis rencontrés. Donc, c'est des encadrés qui peuvent être très utiles pour vous. Puis également, à travers le guide, il y a aussi tout plein d'hyperliens que vous pouvez cliquer. Je vous invite à les cliquer. Donc, ça vous redirige directement vers une panoplie d'outils ou de documents beaucoup plus techniques, spécifiques sur des sujets particuliers ou des informations le plus spécifiques si vous voulez plus d'informations, aller creuser la question sur certains éléments. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation là, globalement du guide. C'est sûr, je suis restée très en surface. Là, je vous invite à le consulter, mais c'est juste vous donner un aperçu un peu des choses que vous pouvez retrouver dans le guide. Puis, dans le fond, je conclus que c'est ça, les guides, on voulait vraiment que ce soit un outil de référence, d'aide à la décision, donc donner des lignes directrices, des recommandations sur les étapes à entreprendre, les différents éléments à considérer, les sources de données, les boîtes à outils disponibles pour la conservation ou la gestion durable des friches. Mais si on voulait que ça soit vraiment, ça resterait de base, on voulait que ça soit applicable à une généralité des friches ou des contextes territoriaux, on voulait que ça soit utile à plus de gens possible. Donc, ça reste, ça vous donne la base pour partir vos projets, vos démarches. Puis si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez des questions, vous avez des particularités que vous voulez considérer dans vos démarches, je vous invite tout le temps là, à collaborer, contacter des partenaires qui sont actifs sur vos territoires. C'est sûr que c'est bien, on peut faire des projets là, par nous-mêmes, les mener seuls, mais c'est tout le temps plus avantageux de collaborer, profiter de l'expertise des acteurs locaux sur le territoire. C'est comme ça que ça permet beaucoup d'aller plus loin, puis de profiter des outils qui ont déjà été développés, de ne pas repartir de zéro, puis reprendre ce qui existe déjà, puis être plus efficace. Donc, je vous invite à collaborer avec ces partenaires-là.
Puis, ben, je terminerai avec, dans le fond, c'est sûr que je vous invite beaucoup, on apprécierait beaucoup votre retour puis votre appréciation du guide. Le guide, on le veut adaptatif. On veut s'assurer que ça répond à vos besoins, à vos attentes. Fait qu'on on serait très heureux si vous si vous nous revenez avec des commentaires, des suggestions. Parce que justement, on veut que le guide soit adaptatif. On veut tout le temps le bonifier dans le temps aussi là, le bonifier, l'améliorer, puis que ça réponde constamment à vos besoins et à vos attentes. Donc, voilà, ça termine pour moi. Le guide est présentement disponible sur notre site web, sur le site du CREM Montérégie. J'en profite aussi pour vous dire qu'il sera aussi envoyé par courriel là, après le webinaire. Là. Donc, vous l'aurez par courriel avec également aussi la présentation et l'enregistrement de la présentation du webinaire. Donc, voilà. Ça termine pour moi. Donc, Merci, Catherine. Donc là, on peut passer à la première période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire soit dans l'onglet discussion, le chat, ou lever la main pour les poser de vive voix. Je compléterai en attendant les premières questions ce que vient de dire Catherine. Donc, le guide est disponible sur notre site web. Le coffre à outils le sera également. Et puis, on vous enverra suite au webinaire, un courriel avec les liens pour consulter les présentations, le guide, le coffre à outils, puis également l'enregistrement. Ça prend toujours quelques jours pour qu'on ait le temps de faire un petit montage de l'enregistrement. Donc, ça viendra probablement soit cette semaine, soit la semaine prochaine. On va essayer. Donc, vous pourrez le partager dans votre réseau également. Donc, est-ce qu'on a une première question? Je vois qu'on a des commentaires qui félicitent pour le travail et la présentation. Le guide traite-t-il de la gestion des terrains contaminés? oui. Oui, indirectement, dans le fond, dans la section toute la planification là, de projet, c'est dans la liste d'éléments considérés dans les étapes à entreprendre. Justement, s'il y a des particularités comme ça, là, justement, des contaminations de terrain ou peu importe, là, c'est les éléments qui sont mentionnés qu'il faut tenir compte, puis comment les planifier aussi dans le temps, l'intégrer à l'échéancier. Donc, comment on doit planifier ça dans la démarche ici là, pour justement le prévoir avant de création ou l'entretien de friche, il y a des éléments considérés avant de se lancer dans ça. Donc, oui, c'est inclus. Donc, justement, là, c'est dans les choses auxquelles il faut penser dans la planification de projet. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous réfléchissez à vos questions, peut-être encore. Tous les points, c'était très clair. Pas de questions? Oui, moi, j'en aurais peut-être une. Oui, allez-y. Si on veut garder des espaces, on veut garder des espaces naturels, mais si on les coupe à chaque année, est-ce que la friche est autant d'importance? Parce qu'il y a des endroits qu'on voudrait garder ou demander à garder, mais ils sont obligés de, mettons, sous les pylônes électriques, de les couper, mettons, à l'automne. Mais là, à ce moment-là, il y a des plantes indigènes probablement qui vont pousser à chaque année, mais les arbustes, probablement un peu moins. Est-ce que ça va être aussi efficace que... C'est mieux de les garder continuelles, j'imagine, la friche continuelle pour qu'elle devienne nécessaire qu'elle devienne absolument arborescente ou on peut la garder toujours herbacée? C'est une très bonne question. Puis non, c'est pas obligatoire que ça soit arbustif ou arborescent. Là. Ma réponse à ça, c'est que c'est ça. Oui, la friche peut peut-être il peut avoir des entretiens peut-être annuels. Donc, mais ça ne veut pas dire que la friche ne sera pas fonctionnelle, qu'elle ne jouera pas un rôle intéressant. Elle va juste peut-être jouer un rôle différent qu'une friche qui a peut-être moins d'entretien. Puis ça va également accueillir probablement des espèces différentes aussi, là. Donc c'est ça, c'est une variété de différentes friches. Donc, moi, je vous dirais que c'est ça, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Puis la conférence juste après moi, elle va traiter un peu justement de ce genre de gestion-là. Des fois, il peut y avoir des friches. C'est ça, il y a des fois des exigences. On n'a pas le choix de faire des interventions là, annuellement. Donc, de
contrôler la végétation par un contrôle de la succession végétale, mais ça ne veut pas nécessairement dire non plus que c'est nécessairement néfaste. La friche va juste jouer un rôle différent et accueillir des espèces différentes aussi. Mais c'est tout le temps aussi dans l'optique de c'est quoi les objectifs qu'on souhaite atteindre. Si c'est des objectifs, par exemple, de simplement réduire les îlots de chaleur, donc juste avoir une végétation plus élevée pour ça, bien là, dans ce cas-là, c'est pas un enjeu s'il y a des fauches automnales ou peu importe. OK. Parce que c'est sûr que sous les pylônes, entre autres, ils ne veulent pas d'arbres. Hein, ça fait qu'on peut pas fonctionnement. Mais il y a beaucoup de fleurs qui poussent comme l'asclépiade ou la verge d'or. Oui, tout à fait, c'est ça. Il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup d'arbustes ou d'arbres, mais comme vous dites exactement, il peut y avoir d'autres espèces là, plus herbacées, qui ça va profiter beaucoup pour les pollinisateurs, par exemple. Oui, les papillons. C'est ça. OK, merci. Merci pour cette question. On a une autre question dans la boîte de discussion. Est-ce qu'un outil de planification géospatiale a été créé? Il n'a pas été créé, mais il existe déjà des couches, des shapefiles, donc des couches de données géomatiques qui existent pour identifier justement sur un territoire des friches. Ils sont listés dans le guide aussi, là, ces sources de données-là qui existent. C'est des sources de données que vous pouvez déjà là, faire avoir un premier aperçu des friches présentes sur votre territoire. C'est sûr que c'est des données qu'il faut continuellement maintenir à jour parce que, comme j'ai dit, c'est des friches, c'est des milieux très changeants dans le temps. Donc, faut garder ça en tête. C'est que peut-être une couche de données d'il y a quelques années ne va peut-être pas nécessairement refléter la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a des données disponibles qui sont dans le guide là, que vous pouvez vous référer. Puis, dans les partenaires, il y a également aussi là, des organismes, par exemple Géomont, un organisme axé sur la géomatique qui peuvent aussi, là, si vous avez des désirs d'avoir une base de données plus complète, plus à jour, propre à votre territoire, là, c'est des choses qui sont disponibles aussi là, pour vous. Merci. On a une autre question. Les friches sont habituellement très fréquentées par plusieurs oiseaux. A-t-on tenu compte de leur présence dans le choix ou la priorisation des interventions? Certains oiseaux nichent au sol. Il faudrait donc en tenir compte dans nos interventions. Oui, très bonne question. Puis, même chose comme tout à l'heure, je disais ça dans la section un peu plus dédiée là, à la création, l'entretien des friches. C'est listé là, dans les éléments à considérer, dans les objectifs à atteindre aussi, là, ce qu'on souhaite là, obtenir avec la friche. Donc, justement, tenir compte là, de ces interventions-là, comment ça peut affecter les espèces qui les utilisent. Puis, justement, s'il y a des besoins, comme c'est mentionné, s'il y a des besoins des fois de faire un entretien, de la fauche, bien, tout le temps, c'est ça, tenir compte justement là, si des oiseaux nicheurs dans ces milieux-là, bien, de le faire après la période de nidification aussi pour ne pas nuire à ces espèces-là. Donc, puis ben là, c'est ça, c'est comme je mentionnais, des fois, il y a des trucs beaucoup très techniques comme ça que là, on va peut-être pas assez en profondeur dans le guide parce qu'on ne voulait pas justement aller trop loin puis que là, ça soit peut-être juste applicable à certains cas particuliers. Fait que c'est pour ça que dans le guide, globalement, c'est des recommandations, des éléments qu'il faut considérer, puis où aller chercher l'information, des sources de données pour justement, là, si on veut adapter les projets, là, si on a des cas particuliers, des espèces qu'on a sur le terrain qu'on veut tenir compte dans les interventions. Là. Donc, justement, une liste d'éléments à considérer. Merci. La personne avait une deuxième question. Est-ce qu'un travail d'analyse géomatique a été fait pour comparer la position spatiale des friches avec la qualité du sol en dessous? C'est une bonne question. Non, je pense pas qu'il y ait une. À ma connaissance, c'est pas une analyse qui a été faite, je pense, en relation avec le type de sol. C'est sûr que je vous dirais que c'est des sols relativement assez secs là, pour les friches. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas une analyse. Je pense qu'il faudrait se baser sur deux bases de données géomatiques distinctes. Donc, les bases de données qui existent avec justement les friches, la localisation des friches, puis des bases de données qui existent spécifiquement juste pour les types de sols. Là, dans ce cas-là, je verrais peut-être que ça pourrait être combiné, là, ces deux couches-là, puis voir si peut-être il y a des relations ensemble. Là. Mais c'est une bonne question, parce que c'est sûr que c'est quelque chose à considérer aussi toujours. Là, puis c'est mentionné dans le guide, là, justement, là, si on veut se lancer dans l'aménagement, la création de friches, évidemment, il faut, avant de se lancer dans ça, regarder justement le type de sol, s'il est propice à l'accueil d'un type de milieu en friche. Merci. Autre question.
Il y a aussi les exigences des règlements sur les nuisances qui exigent de garder la végétation à une certaine hauteur. Est-ce que le guide aborde cet enjeu? Oui, c'est un très bon point. Oui, c'est abordé que justement dans le volet plus les villes et municipalités, le volet plus réglementation, là, mais c'est justement là, c'est un exemple de réglementation qui pourrait peut-être être adapté, mise à jour là, pour justement considérer là, ces nuisances-là, puis tenir compte, OK, ben, peut-être ce règlement-là pourrait être plus permissif pour justement la hauteur de la végétation, ou ben, des fois, ça peut être nuancé, là, dépendamment des secteurs plus prioritaires pour l'implantation de friches. Ben là, peut-être c'est ça, là, adapter la réglementation pour justement moins limiter la hauteur de la végétation là, dans ces zones-là pour permettre justement des habitats en friche avec une végétation plus haute, plus élevée. Merci. On n'a plus d'autres questions dans la boîte de discussion. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour cette première bloc de questions? Ou on passe à la prochaine présentation, puis vous aurez toujours l'occasion de poser vos questions à la fin. Donc, pas d'autres questions? OK. Donc, je vais donc passer la parole à Madame Anger de la Ville de Montréal, qui va nous présenter la gestion des friches du réseau des parcs nature de la Ville de Montréal. Donc, à vous la parole. Merci Benoît, merci Catherine. Vous m'entendez bien? Oui, et on voit très bien la présentation. Excellent. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment une belle tribune. Là. Puis moi, je suis extrêmement contente de voir qu'en date de maintenant, on a 168 participants. Là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt, puis ça répond vraiment à un besoin aussi, le guide que vous avez fait. Même moi, je suis très, très curieuse d'aller le consulter. Donc, je vous parle aujourd'hui de gestion des friches dans le réseau des grands parcs de la Ville de Montréal, en me concentrant un petit peu sur les activités qu'on fait dans le réseau des parcs nature. On peut passer à la prochaine. Je commence avec une mise en contexte un petit peu plus générale, globale, là, pour situer tout le monde là, qui n'est peut-être pas familier avec la Ville de Montréal, pour vous parler de biodiversité. C'est pour vous, dans le fond, l'idée ici, c'est de vous montrer l'engagement envers la biodiversité. Ça ne date pas d'hier à Montréal. Là. Ça fait déjà très longtemps. Déjà, il y a plus de 20 ans, il y a le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique qui s'est installé à Montréal. Notre mairesse Valérie Plante est ambassadrice mondiale pour la biodiversité locale ICLEI. ICLEI, ça veut dire les gouvernements, en anglais. Là. La version française, c'est les gouvernements locaux pour le développement durable, donc depuis 2019. Donc, c'est vraiment une porte-parole, une ambassadrice. Et c'est à cause de ça, ou c'est grâce à ça, si on veut, là, entre autres, que la COP 15 sur la biodiversité a eu lieu à Montréal là, en décembre dernier. Et c'est à cette occasion-là aussi que la mairesse a invité les municipalités à signer, les villes en général là, du monde, à signer l'engagement de Montréal, là, les villes unies et en action pour la biodiversité, où il y a 15 actions qui sont déclinées pour contribuer à la biodiversité. On peut passer à la prochaine. Et ça fait longtemps aussi qu'on parlait de reconnaissance puis de la valeur puis de la perception populaire, là, mais ça fait longtemps que la Ville reconnaît la valeur des friches à Montréal. Je vais retourner un petit peu dans le temps, là, puis je vous avoue que je ne suis pas allée avant 2000 parce que les documents sont plus difficiles à trouver, mais ça, c'est tous des documents que vous allez pouvoir trouver sur le site Internet de la Ville. Déjà en 2004, dans la politique de protection et de mise dans la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, on avait la notion de mosaïque. Exactement ce dont tu as parlé, Catherine, tantôt, quand tu disais que des milieux qui peuvent être parfois petits, mais composés de plusieurs milieux, on en a au moins 2, là, que ce soit bois, friche ou milieu humide, peuvent avoir une valeur importante, puis même une valeur ajoutée de par leur combinaison. Donc, on faisait déjà, on introduisait déjà cette notion-là de mosaïque de milieux naturels et d'éco-territoires. Et ça s'est retrouvé aussi au schéma d'aménagement et de développement là, en 2015, où on a identifié les territoires d'intérêt écologique qui comportaient, entre autres, des friches. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est donné un objectif de protection de 10% du territoire terrestre.
En 2021, avec le plan stratégique Montréal 2030 et le plan Nature et Sport qui en a découlé, on a réitéré cet objectif-là de protection de 10 des milieux du territoire terrestre et on ajoute des objectifs là, de restauration d'écosystèmes. Et finalement, là, en 2022, tout récemment, là, juste avant la COP, on a lancé un plan de protection des pollinisateurs où on a des cibles en termes de protection, de création, de restauration d'habitats. Puis, pour faire écho là, aussi à des commentaires qui ont été faits tantôt, là, où on propose d'adapter des pratiques de gestion des espaces verts. Déjà, plusieurs arrondissements ont des pratiques en ce sens-là, mais pour que ça devienne plus étendu, plus commun, si on veut. On peut passer à la prochaine. Donc, si on a un portrait là, de 2013, qui date de 2013, où vous voyez en jaune les friches qui étaient en tout cas sur le territoire de la ville à ce moment-là, vous remarquez que c'est beaucoup aux extrémités, hein, dans ce qui devient le Grand Parc de l'Ouest, le pôle nature de l'Est. On en a aussi un peu partout sur le territoire. On peut passer à la prochaine. Puis juste ici, pour bien identifier de quoi on parle, là, nos friches sont essentiellement d'origine post-agricole. Donc, c'est des champs qui étaient cultivés où on voit encore beaucoup de traces du passé agricole, là, que ce soit des clôtures de roches comme on voit à droite, ou ici, il y avait, on est à la photo de gauche, là, on est à l'île Bizarre, puis on a une tulipe évidemment, qui n'a pas vraiment d'affaires là, mais ça témoigne du passé habité là, de ces sites-là. Donc, dans les parcs nature, c'est essentiellement de l'origine post-agricole. Par contre, on a vraiment un formidable projet avec le parc Frédéric-Bach, qui est une ancienne carrière, qui a été aussi utilisée ensuite comme site d'enfouissement, où on repart de zéro, puis on crée des écosystèmes, on crée des habitats. Donc, c'est des sites qui sont en renaturalisation. Vous pouvez en visiter déjà plusieurs, puis il y a des zones qui vont être ouverte au public avec différentes phases. Là, c'est un projet qui se fait sur une très longue période parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Mais pour plein de raisons, il y a Catherine t'en parlait tantôt, là, des fois, les contraintes à la plantation d'arbres. On ne peut pas planter d'arbres ou on ne peut pas... On doit maintenir le sol assez accessible. Donc, c'est une opportunité en même temps pour créer des friches, ces milieux-là. Et c'est des dizaines d'hectares qui sont en friche dans le moment, qui vont pour beaucoup le rester. On peut passer à la prochaine. Donc, la gestion de ces friches-là se fait dans le cadre de notre programme de gestion des écosystèmes. Si on retourne 25 ans en arrière, là, au moment où la ville a acquis les milieux naturels qui sont devenus essentiellement les parcs nature, là, on devait avoir un outil qui nous permettrait de s'assurer qu'on remplissait notre mission. Donc, de conserver, de mettre en valeur, puis de rendre accessible le patrimoine naturel et culturel pour les générations actuelles et futures. On peut passer à la prochaine. Donc, dans le cadre de ce programme-là, on va aller acquérir des connaissances. Donc, on va aller inventorier des groupes, là, la végétation, l'avifaune. Puis à ça, se sont ajoutés l'herpétofaune, les chiroptères, donc les chauves-souris, les reptiles, les amphibiens avec le temps. Puis c'est à partir de cette base de connaissances-là qu'on va pouvoir faire des interventions. Donc, il y a vraiment une volonté de maintenir, de restaurer aussi des habitats via des interventions, puis aussi d'accompagner les équipes d'aménagement, les équipes de gestion dans leurs activités, que ce soit pour la conformité environnementale, la compatibilité des usages aussi. C'est donc sur cette base-là qu'on va s'appuyer. On peut passer à la prochaine. Et ce programme de gestion des écosystèmes-là est mis en œuvre dans donc, les parcs nature et les milieux naturels qu'on retrouve dans d'autres grands parcs. Par exemple, si vous pensez à Angrillon ou au Mont-Royal, ce ne sont pas des parcs nature, mais c'est des milieux où on a une forte concentration de milieux naturels. On peut passer à la prochaine. Donc, on travaille pour maintenir les friches. Nous, on a vraiment pris le parti. Les friches, si on
on recule, historiquement, c'était probablement pas des habitats qui étaient tellement fréquents dans la région là, de Montréal ou dans les basses-terres du Saint-Laurent, mais on a quand même pris le parti de conserver ces habitats-là parce que Catherine l'a super bien présenté tantôt, là, c'est vraiment des habitats qui sont essentiels à une foule d'organismes, d'espèces végétales, animales, dont certaines espèces à statut précaire. Donc, on a pris le parti de les maintenir. Comment on fait ça? Bien, on fait ce qu'on appelle, nous, du blocage de succession. Catherine parlait de contrôle de la végétation. Là, on est dans les mêmes eaux. Moi, je le vois vraiment comme étant l'espèce de bout du gradient de la gestion différenciée, le bout du spectre. Des fois, on peut faire des fauches qui sont, en fonction des usages, là, qui sont plus ou moins régulières avec une fréquence qui dépend des usages. Mais avec le blocage de la succession, notre seul objectif, c'est de contrer le développement des espèces arbustives et par la bande là, des espèces exotiques envahissantes, dont le nerf brun, c'est vraiment une des espèces là, qui est les plus problématiques dans la région de Montréal. Donc, on veut maintenir des habitats, des espèces de milieu ouvert. On passe à la prochaine. Ça présente aussi souvent des opportunités d'aménagement d'habitat parce que, évidemment, on a dit que c'est des habitats pour des espèces, mais on peut, au-delà de juste maintenir la friche, on peut, par exemple, créer des hibernacles pour les reptiles ou faire des bonifications d'habitat pour certaines espèces bien spécifiques, par exemple, les oiseaux champêtres. Si on passe à la prochaine, là, on passe vraiment au vif du sujet là, de la gestion. Comment est-ce qu'on fonctionne? Quand on est dans des friches herbacées, donc là, on est vraiment, comme disait Catherine tantôt, une végétation très herbacée, 1,5 m de hauteur maximale. Là, on va faire du fauchage mécanisé. Donc, nous, on procède avec un tracteur, une faucheuse, puis on va faire ça selon la composition. C'est vraiment ce qui va orienter la fréquence des interventions. Donc, si on a essentiellement des herbacées, ben on va le faire peut-être au 3 ou 4, ça peut être plus long que ça. Mais si on commence à avoir un petit peu de nerf brun en sous-couvert ou si la végétation arbustive est plus présente, ben là, on va accélérer les fréquences. Dans le moment, on le fait dans 8 grands parcs et au sein des parcs nature, on le fait sur 87 hectares, là, qui ne sont pas faits à toutes les années, là, mais qui sont à un moment ou à un autre là, en blocage de succession. Pour vous donner une idée, là, je ne vous mentirai pas, les coûts ont explosé dans les dernières années, là, les coûts d'intervention. Ça a pratiquement doublé depuis 3 ans. Et puis cette année, donc en 2022, quand on est allé en appel, en demande de prix, là, on était entre 800 et 1 000 $ l'hectare. Si vous êtes capable de le faire, s'il y a des municipalités à l'écoute des arrondissements, si vous êtes capable de le faire en régie, certainement que les coûts vont être inférieurs. Mais si vous voulez aller à l'externe, sachez que notre devis est disponible là, si vous voulez y avoir accès, là, on peut le partager. Je vais y revenir en détail plus tard, là, mais pour répondre au questionnement ou au commentaire qui a été formulé tantôt, nous, on n'intervient qu'à l'automne. Puis assez tardivement l'automne, d'une part parce qu'on veut respecter le règlement sur les oiseaux migrateurs, mais même plus tardivement que ça, là, on intervient à partir, règle générale, là, de la mi-octobre, puis ça se prolonge là, facilement jusqu'à la mi-novembre, voire davantage, parce qu'on est dans des habitats où on a beaucoup de reptiles. Fait qu'on essaie de commencer après qu'il y ait eu des périodes de froid assez intenses pour qu'ils rentrent dans les hibernacles puis qu'on ne fasse pas de la saucisse de couleuvre, là. On peut passer à la prochaine. Bon, là, ma photo est vraiment moins belle que la friche
arbustive de Catherine tantôt. Là. Je suis désolée, j'ai pris ce que j'avais quand on est allé faire du terrain l'année passée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voulait commencer en 2022 à faire parce que jusqu'à maintenant, on se concentrait vraiment sur la gestion des friches herbacées. Mais les friches arbustives, elles aussi évoluent. Puis on en a plusieurs qui tendaient à se refermer. Donc, on veut faire du débroussaillage manuel. Ici encore, là, la fréquence va dépendre de la composition. On a souvent beaucoup de nerfs bruns dans ces endroits-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'excuse. On n'a pas pu le faire cette année, on n'a pas pu le faire en 2022 parce que quand on est allé en appel de prix, on avait un preneur seulement, là, puis on avait un taux horaire qui était proposé de 200 $ de l'heure. Fait qu'on s'est gardé une petite gêne. On va essayer de le faire via un autre contrat d'entretien l'année prochaine, mais c'est là que je voulais en venir. À Montréal, on est contraint par la réglementation sur les pesticides à ne faire que des interventions mécaniques, que des interventions manuelles. Alors qu'ailleurs, vous pourriez décider, après consultation, validation, tout ça, vous pourriez décider d'aller vers une application très, très locale et spécifique de certains pesticides. Ce que nous, on ne peut pas faire. Là. Si on va à la prochaine. Pour ce qui est des défis opérationnels, là, parce qu'évidemment, il y en a, c'est facile de passer une tondeuse, mais des fois, quand on fait ça à la mi-novembre, puis que évidemment, c'est des périodes qui sont plus fortes en pluie, là, fait qu'on a un sol détrempé, on a une pente, ça peut être risqué. Puis dans ces moments-là, on remet à plus tard. Là. C'est ce qui est arrivé notamment là, au ruisseau de Montigny, l'image de gauche. Là, on n'a pas pu le faire cette année à cause de ça. Donc, les calendriers sont assez serrés. Là, en tout cas, dans notre cas, si on veut respecter les orientations qu'on a prises. Puis, il y a aussi le fait qu'on est dans des milieux où on n'est pas on n'est pas au Manitoba. Ce n'est pas des milieux qui sont hétérogènes, uniformes. Il y a souvent des arbres, il y a souvent la végétation qu'on va vouloir conserver qui peut avoir un rôle pour la faune, là, que ce soit des perchoirs, des endroits pour nicher, tout ça. Puis ça fait en sorte que s'il y a des il y a des débris au sol, par exemple, des arbres, des branches, tout ça, ça peut être un enjeu. Puis ça fait en sorte que la machinerie va les contourner, il n'y a pas de problème, mais c'est là, puis on va voir une image tantôt, c'est là que les espèces exotiques vont souvent s'installer parce qu'il n'y a pas de tonte régulière. Donc, je vous ai parlé déjà qu'on fait des interventions automnales. Puis, évidemment, nous, on est en milieu très, très urbain. Donc, la disponibilité d'entrepreneurs, l'agriculteur du coin n'est pas au coin, justement, chez nous. Fait que c'est une des problématiques auxquelles on fait face. Là. On a relativement peu de preneurs là, pour ces appels d'offres-là. Prochaine. Donc, si on revient sur la conservation des friches, en général, là, pour les défis, je vais passer rapidement parce que Catherine a fait un super bon job tantôt. Là, on a peu de leviers légaux. Ce n'est pas des bois, ce n'est pas des milieux humides. Toute la pression du développement, évidemment. Nous, on a aussi une pression par rapport au retour de l'agriculture parce que comme je vous ai dit, c'est du post-agricole, mais il y a une volonté à la ville de revenir, de développer davantage l'agriculture. Donc, il va y avoir une pression pour remettre en production certaines de ces friches-là. Peut-être pas celles où on fait du blocage, mais d'autres. Perception populaire, on le vit à chaque année. Là. Les gens sont d'accord en général pour la biodiversité, mais le pas dans ma cour, quand c'est en arrière de leur cour, même si c'est un milieu naturel, est très, très fort. Fait qu'il y a effectivement beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là, mais on se rend compte que quand on le fait, souvent, les perceptions peuvent changer quand même assez rapidement.
Sur la petite image ici, là, vous avez un arbre qui était mort qu'on a conservé sur place, mais vous voyez le bouquet de nerf brun qui s'est créé autour. Là, ça, c'est vraiment un genre de problématique qui arrive souvent. Évidemment, si vous êtes une municipalité, ben, il y a une récurrence des interventions là, qui implique un financement. Souvent, ça va être au budget de fonctionnement qui va être qui va revenir rapidement. Dans le fond, il faut être capable, avec les outils dont Catherine vous a parlé tantôt, là, de justifier les interventions puis le retour des interventions. C'est pas le genre d'affaire que tu peux couper un ruban puis annoncer en grande pompe que tu fais du blocage de succession. Il faut que ça soit intégré dans les pratiques récurrentes. Là. Il y a tout le contexte de pénurie de main-d'œuvre qui a fait exploser les prix, coût des carburants et compagnie. Chez nous, il y a la réglementation sur les pesticides aussi qui réduit un peu notre coffre à outils. On arrive quand même à s'en sortir assez bien, je pense. Puis, il y a toute la question de l'acquisition de connaissances puis de la mise en disponibilité des connaissances nous, on y va un peu selon nos... je ne dirais pas de notre intuition, là, c'est basé sur des connaissances, mais on se pose souvent des questions. Heureusement, puis ça vient peut-être avec le fait que les friches sont davantage valorisées maintenant, mais on est interpellé par plusieurs organisations pour faire des travaux dans nos friches. Donc, notamment là, par l'IRBV, l'Institut de recherche en biologie végétale, l'Université de Sherbrooke, une étudiante s'intéresse à ça. Il y a Hydro-Québec aussi qui mène une étude sur les pollinisateurs dans ces emprises qui sont aussi souvent des friches ou en tout cas des milieux ouverts. Bref, j'ai bien confiance là, qu'on va avoir davantage de connaissances puis la boîte à outils, si on veut, là, que propose le CRE va pouvoir se bonifier au fil du temps. On peut passer à la prochaine. En fait, la prochaine, c'est les questions. Donc, que ce soit dirigé vers le CRE, vers Catherine ou vers moi, là, ça va me faire plaisir de répondre si je peux. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On a déjà quelques questions, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de dialogue, de discussion, ou à lever la main pour la poser de vive voix. Donc, je vais lire la première. Est-ce qu'un équilibre entre les herbivores, exemple les cerfs, pourrait être éventuellement anticipé? Et aussi, avez-vous considéré des animaux tels que les moutons et les chèvres pour le contrôle d'espèces indésirables? Je vais y aller par étapes. Pour ce qui est des herbivores, en fait, c'est un sujet qui est délicat. Fait que je n'irai peut-être pas dans des grands détails, mais sachez que nous, on le voit un petit peu comme presque, il faut le voir un peu comme une opportunité. On a une très forte densité de cerfs à certains endroits sur l'île, notamment du côté est, qui fait en sorte que quand on fait des plantations d'arbres, puis je fais un pas de recul, là, quand on parle de restauration d'habitat, à Montréal, ce qui nous occupe le plus dans le moment, c'est l'espèce de tempête parfaite, post-agril, nerf brun en sous-couvert. On va couper les freins, le couvert s'ouvre, puis là, il y a plein de lumière disponible. Le nerf brun fait du popcorn. Pour essayer d'éviter ça, on repart souvent de zéro. C'est-à-dire qu'on va passer de la machinerie agricole pour aller, évidemment, il va y avoir l'abattage de freine en premier, mais on va faire un broyage mécanisé, puis après ça, pour limiter la reprise du nerf brun, puis après ça, on va venir planter. Ça se fait bien à certains endroits, mais mettons qu'on est à Pointe-aux-Prairies ou qu'on est dans des endroits où il y a beaucoup de cerfs, il faut protéger nos plants. Fait que ça veut dire qu'il faut clôturer. C'est vraiment pas évident. Ce qu'on est en train de regarder
Puis c'est probablement qu'au moment de faire la restauration, on va peut-être retourner vers des prairies dans certains endroits. Puis là, je vous parle de quelque chose qui n'est pas assis, qui n'est pas arrêté, mais on le regarde parce que comme une opportunité de développer des habitats différents de ce qui était là, avant. Donc ça, c'est pour la portion, gestion côté herbivore. Pour ce qui est des moutons, je sais que ça s'est fait, puis là, je m'excuse, je n'ai pas toute l'information, mais ça s'est fait et ça se fait au Parc Maisonneuve, si ma compréhension est bonne, c'est l'arrondissement qui gère ça avec un OBNL qui amène paître ces moutons. À ce moment-là, on est encore en friche. On ne parle pas tant de blocage de succession que de gestion différenciée. Là, on ne le fait pas dans nos grands parcs parce que on ne le fait pas dans nos grands parcs. Peut-être que ça pourrait être envisagé. En fait, non, je m'excuse. On ne le fait pas dans les parcs nature parce que le parc Maisonneuve, c'est un grand parc, mais éventuellement, ça pourrait être envisagé. Merci beaucoup. On a une autre question. Quelle approche a été prise pour vos sites initialement remplis de nerfs bruns ou de panais sauvages? Est-ce gérable de vouloir s'attaquer à ce genre de site? En fait, on a commencé, je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais ça fait plus de 25 ans qu'on fait de la gestion de friches. Donc, le nerf brun n'était pas ou très, très peu présent à cette époque-là. Le panais, c'est pas une espèce pour laquelle on fait de la lutte. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de modifier la composition. C'est des sites, là, les friches, c'est des sites où il peut y avoir des sentiers qui les traversent ou qui sont au pourtour, mais ce n'est pas des sites où les gens sont invités à utiliser. Pour ça, il y a des parterres qui vont être gérés le plus en parterre gazonné. Donc, l'impact d'avoir du panais sauvage est relativement moindre dans ce cas-là. Par contre, pour ce qui est du nerf brun, d'avoir des coupes qui sont régulières. Quand on sait qu'on a du nerf brun, là, on y retourne à chaque année, ça ne l'empêche pas d'exister, mais ça le réduit. Puis pendant la saison de végétation, souvent, les herbacées vont pousser plus vite que le nerf brun. Fait qu'on va quand même pouvoir avoir de la floraison, puis une diversité, une composition qui est quand même intéressante. Là où par contre, je reviens sur ce que je disais tantôt, là, si on voulait, puis je ne peux pas parler de se débarrasser ou de contrôler de manière très, très, comment on dit, pas active, mais efficace, le nerf brun, là. Dans le fond, nous, on essaie de lutter ou de limiter sa présence. Ça serait, comme je disais, en faisant un broyage mécanisé puis en ayant un suivi sur plusieurs années avec l'arrachage. Et ça, on le fait pré-plantation d'arbres pour l'instant, mais comme je disais, on envisage de le faire peut-être pour mettre en place des nouvelles friches. Merci beaucoup. Je lis une autre question, puis je donnerai la parole à Mme Sauvé ensuite. Qu'en est-il de... Oh, ça a bougé. Oh, moi, j'étais en train de lire la question. Qu'en est-il de la gestion de l'alière officinale dans les friches herbacées ou arbustives? On est en train de préparer une stratégie de lutte aux espèces envahissantes. Et puis, l'alière est évidemment une espèce qui peut être problématique. Dans le moment, on n'a pas encore fait de conversion pour essayer d'orienter la composition autrement. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Ça pourrait certainement être envisagé. Il y avait un deuxième volet, je m'excuse à la question. C'est la gestion de l'alière dans les friches herbacées ou arbustives. Ou arbustive. Oui, c'est ça. Arbustive, on commence tout juste. L'alière est très présente aussi en milieu forestier, là. Fait que je dirais qu'à un moment donné, ça devient une espèce de balance pour mettre les efforts dans les milieux qui ont
le plus de valeur par rapport aux investissements en financement, mais aussi en ressources humaines qu'on a. Fait que la lierre pourrait devenir une espèce à prioriser. Pour l'instant, ça ne l'a pas été. Ça pourrait le devenir à certains endroits selon la valeur ou selon ce qui est déjà présent qu'on voudrait sauvegarder. Merci beaucoup. Madame Sauvé, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent que, mettons, les terrains en friche, l'ancienne mentalité, probablement, qui disent que ça attire la vermine? J'imagine par vermine, il entend rats, souris, mulots. C'est chaque chose à sa... est essentielle, là, mais il y a des gens qui pensent ça, là, que quand on coupe pas, on n'entretient pas un terrain, on attire la vermine. Mm-hmm. Bien, on ne se mentira pas, c'est des habitats pour les micro-mammifères, là, que ce soit les campagnols, souris et compagnie. Ça va aussi être un habitat pour les prédateurs de ces mammifères-là. Donc, on pense aux oiseaux de proie, on pense aux coyotes. Des fois, ça ne rassure pas les gens de leur dire que le coyote va pouvoir contribuer à gérer ces populations-là. Mais je pense que le discours est beaucoup dans l'acceptation de la coexistence de l'humain avec les milieux naturels. Bien, tous les bienfaits qu'apportent les milieux naturels viennent aussi avec parfois des nuisances ou des désagréments. Mais c'est pas... je pense que c'est des désagréments qui sont acceptable, si on veut, d'un point de vue du citoyen. En tout cas, nous, on présente beaucoup les avantages des services écologiques qui sont apportés versus qui sont plus importants que les désagréments là, qui peuvent être subis. Puis je dirais aussi qu'il faut, puis là, ça, c'est difficile d'un citoyen dont sa cour donne sur un parc, mettons, c'est difficile pour lui de comprendre, mais il faut le voir à l'échelle du quartier aussi. Parce qu'on parlait de réduction des îlots de chaleur, là, la présence d'une friche n'impactera pas juste la personne qui vit à côté, mais va impacter tout le quartier par rapport au rafraîchissement. OK. OK, puis qu'est-ce qu'on fait avec... y a-t-il moyen d'éradiquer la phragmite? La phragmite, on est mieux. Si on veut laisser une friche, un espace en friche, mettons, le long d'un fossé, mais au début du fossé, on a un espace avec de la phragmite. Fait qu'on on demande de la couper, de la tondre là, continuellement, puis on laisse l'espace, j'imagine, en friche. Mais la phragmite, elle, faut la couper. Je ne suis pas une spécialiste. Hein. Je ne suis vraiment pas une spécialiste, mais la phragmite, c'est comme... la Darth Vader là, des milieux, des milieux naturels, des milieux humides. Nous, on en fait du blocage de succession dans certains endroits où il y a du phragmite. Il y a des précautions à prendre là, pour essayer de ne pas la dissiper, favoriser sa dispersion, mais c'est sûr que ce n'est pas en la coupant que ça va l'éliminer. Si c'est un mythe qui existe, c'est clairement pas le cas. Là. Je vous dirais... Ça l'empêche-tu de s'étendre en la tondant, mettons, régulièrement, comme un gazon, par exemple? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Mais là, je vous parle comme ouais, c'est vrai. D'un feeling plus que avec des sources. Là. OK. OK. Merci. Autre question qui a été posée. Vous parlez de retour de l'agriculture dans les friches. Avez-vous accès à une banque de producteurs agricoles prêts à y faire de l'agriculture ou ce serait fait par la ville? La personne y voit une belle occasion de faire de la promotion de l'agriculture urbaine et de conscientisation auprès des citoyens. Bien, en fait, je disais qu'il allait en avoir plus, mais il s'en fait déjà. Si vous allez, par exemple, au Cap-Saint-Jacques, il y a une ferme qui est gérée par Détroit-Pierre, un organisme de réinsertion sociale qui utilise l'agriculture pour insérer des gens puis leur donner
leur donner une deuxième chance ou leur donner une expérience de travail. Donc, Parc agricole du Bois-de-la-Roche, Cap-Saint-Jacques, ce sont des endroits où il s'en fait déjà. La ville a publié, je pense, en 2021, une stratégie sur l'agriculture urbaine qui couvre très large. Là, ça part des jardins communautaires jusqu'à à l'agriculture de plus grande surface. Avec le Grand Parc de l'Ouest, à travers les consultations qui ont été faites aussi, puis ce qui a été annoncé, c'est une volonté de faire davantage d'agriculture. Maintenant, une banque d'agriculteurs potentiels ou tout ça, c'est pas, je pense vraiment pas qu'on soit encore rendu là, ni dans non plus l'identification des lots, mais c'est certain que l'équipe que moi je supervise, qui est l'équipe biodiversité urbaine à la section biodiversité urbaine à la Ville de Montréal, va accompagner les équipes pour essayer de trouver des compromis pour éviter que les friches qui ont une grande valeur écologique ou qui habitent des espèces à statut précaire ou des trucs comme ça soient visées et qu'on aille davantage du côté de friches qui seraient plus qui auraient une moins grande valeur. Là. Mais certainement que ça va être, j'ai l'impression que ça va être utilisé comme un outil d'éducation ou un outil de valorisation, mais je ne peux pas vous donner beaucoup de détails à ce moment-ci. Mais clairement, vous pourrez aller consulter là, ces deux sources d'informations-là. Merci beaucoup. Question suivante. Quels critères vous portent à prioriser ou non un nouveau site à viser pour des opérations de blocage de succession, composition végétale, espèces à statut, opportunités, etc. etc. Là, il va falloir que je sorte de chez nous parce que chez nous, ils sont déjà identifiés. Là où on a affaire, dans le réseau des parcs nature, là où on a affaire du blocage, c'est déjà pas mal fait. Je vous dirais que si vous partez de zéro, la première chose à voir, c'est probablement quels sont les usages qui sont faits dans les zones que vous visez. Donc, est-ce qu'il y a des usages de récréo touristique, des aires de pique-nique, des zones qui sont utilisées pour des grands événements? C'est probablement pas là que c'est le meilleur endroit pour faire une friche parce que vous allez vouloir à certains moments avoir une végétation basse, puis c'est pas à tout moment qu'on peut décider à notre point de vue, qu'on peut décider de couper une friche parce que ça implique de le faire pendant la saison de végétation, puis il y a le règlement sur les oiseaux migrateurs, on veut pas aller déranger des espèces qui pourraient nicher au sol, puis qu'on pourrait déranger, puis donc contrevenir au règlement. Fait qu'il faut que ce soit des endroits où vous savez que vous pouvez intervenir à l'automne, puis que ça va, qu'il n'y aura pas d'impact. Fait qu'il y a peut-être une question, d'espèces à valoriser. Ce n'est pas nécessairement que juste des espèces à statut précaire, mais est-ce qu'il y a puis là, après ça, dans ce qui est de la composition, par exemple, nous, on a des friches à goglus. C'est sûr que c'est des zones qu'on veut préserver. Si on avait des fortes concentrations de monarques, si on avait des oiseaux champêtres, là, je me projette en Montérégie, là, souvent, ça prend des grands espaces. Donc, des friches de grandes dimensions, là, de plusieurs hectares, ce qu'on a relativement peu dans nos grands parcs, c'est probablement des endroits qui ont une plus grande valeur que plein de petites friches parce qu'il y a des espèces qui ont besoin de grands domaines vitaux qui vont pouvoir s'y installer. Au niveau de la composition végétale, c'est certain que s'il y a peu d'espèces envahissantes, la diversité végétale indigène risque d'être plus intéressante. Il y a peut-être la proximité aussi avec d'autres types de milieux, des milieux humides, des bois qui peut être envisagé. C'est vraiment en fonction de votre... il faut le voir à plusieurs échelles, là, à une échelle spatiale un petit peu plus élevée. Puis après ça, de descendre vers la composition plus fine, mais je vous dirais, attendez pas d'avoir des inventaires de très, très fins avant de prendre des décisions. Là. C'est vraiment en fonction de votre contexte.
Je ne suis pas sûre, c'est clair ce que je dis. Hein? Merci. Je pense que ça nous était. Merci beaucoup. Une autre question, on a plein d'autres questions. Je ne suis pas sûr qu'on passe à travers toutes les questions. D'ici midi, on va dépasser un tout petit peu, mais pas trop. On entend souvent parler de la présence de nerfs bruns et moins de l'herbe à puce à Montréal. Je suis sûr que ça s'applique ailleurs. Nous sommes aussi limités dans le traitement de cette plante et nos friches sont accessibles à la population. Existe-t-il déjà un outil d'aide à la décision pour la gestion de cet élément dans nos friches? En fait, ce que je vous recommanderais, là, ce qu'on fait chez nous, c'est, bon, il y a la question de l'affichage, puis il y a la question des zones de dégagement. Là. Vous avez votre sentier où circulent les gens, puis vous pouvez dégager sur 1 mètre, 2 mètres de chaque côté des sentiers où vous faites des interventions qui sont beaucoup plus fréquentes pour éviter que les gens quand ils sortent un petit peu des sentiers, mettons à vélo pour dépasser quelqu'un ou qui marchent à plusieurs, que ce soit que là, il y ait davantage de lutte à l'herbe à puce ou en tout cas que ce soit maintenu très bas. Puis après ça, sur les côtés, que ce soit laissé plus en friche. Mais encore une fois, ça revient aux usages. Si vous savez que ces endroits-là sont utilisés par les gens pour autre chose ou que s'il n'y a pas de réglementation, s'il n'y a pas d'affichage, puis que les gens continuent d'y aller, c'est sûr que vous allez avoir des conflits d'usage. Fait que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour avoir une friche ou peut-être l'éloigner un petit peu plus. Là. Merci. Je vois qu'on a quelques discussions sur les espèces exotiques envahissantes et puis les échanges d'expériences. Mais ça pourrait faire peut-être l'objet d'un nouveau webinaire. On a déjà organisé un webinaire sur ce sujet-là précédemment, mais je vois qu'il y a encore beaucoup d'échanges et de discussions potentielles. Autre question, quel outil de sensibilisation vous semble le plus efficace pour changer la perception des friches par le grand public? Clairement, il y a de l'affichage qui peut être utilisé, surtout quand il y a des changements de type d'aménagement. Par exemple, si on passe d'une aire qui était connue par le grand public comme un endroit, un parterre gazonné, puis qu'on fait un changement d'usage, si on veut, puis on va davantage vers une friche parce qu'on juge qu'il y a suffisamment d'espace pour aller ailleurs, bien, clairement, c'est un changement, puis il faut je m'excuse pour l'anglicisme, il faut l'adresser avec de la sensibilisation. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être un affichage. Par contre, quand on est davantage à proximité de résidence, par exemple, de citoyens, là, il faut des fois déployer d'autres stratégies de communication, par exemple des avis. Il y a un secteur en particulier auquel je pense on a eu des plaintes l'année dernière suite à un changement où on n'avait pas avisé les gens. Il y a eu beaucoup de réactions. Cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès le début de l'année, aviser les résidents qui sont limitrophes à ce milieu-là pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on n'interviendra pas. Dans quel cadre est-ce que ça fait? Quelles orientations est-ce qu'on vise avec ça? Puis comment est-ce que quelles sont les retombées positives que les gens qu'on anticipe là? Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'avant la réhabilitation de ces friches, il y a des études de sol afin de vérifier les pollutions potentielles liées aux anciennes activités sur ces friches? Bien là, je parlerai, puis là, je vais parler à travers mon chapeau un peu, là, mais davantage du cas de Frédéric Bach. Parce que quand on est dans les parcs nature, on est vraiment dans des milieux parfois post-agricoles, mais avec un fort, fort caractère naturel. À Frédéric Bach, il partait de rien. Il partait d'un site d'enfouissement avec beaucoup encore de mouvement du sol, d'affaissement, si on veut, parce qu'il continue à avoir de la décomposition. Et puis, beaucoup d'émanations
émissions de méthane qui sont captées, tout ça, mais quand même, ils partaient vraiment de zéro. Puis, je veux dire, on ne peut pas décaper l'aval pour mettre du sol, du nouveau sol non plus. Là. C'est pas. Quand je dis décaper l'aval, c'est décaper une superficie de l'aval pour apporter du nouveau sol à un endroit. C'était pas envisageable. Donc, il y a énormément de sols contaminés qui sont restés en place, qui sont recouverts d'une, puis là, je ne pourrais pas vous dire les épaisseurs, là, mais d'une couche de sol non contaminée sur laquelle il y a eu des ensemencements. Fait que moi, je n'ai pas été partie prenante de cette création-là, mais vous pourriez contacter les gens du Parc Frédéric-Bach pour savoir comment ils ont procédé. Puis, il y a des mélanges de semences qui sont disponibles là, que vous pouvez utiliser pour recréer des milieux en fonction des conditions du site, du pH du sol, de l'exposition au vent, du drainage, bon, tout ça. Mais il y a toujours, ça ne se fait pas, l'expérience démontre que ça ne se fait pas d'un coup, puis après ça, on peut laisser aller. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même prévoir un entretien parce qu'il peut y avoir des adventives, il peut y avoir, à travers le terreau, il peut y avoir encore de la germination spontanée qui se fait. Il peut y avoir un petit bout de rhizome de phragmite qui soit passé à travers les mailles du filet, puis si on ne veut pas encore une fois que ça fasse du popcorn, il va falloir arracher. Bref, il faut prévoir, après la mise en place d'une friche dans ces conditions-là, il faut vraiment prévoir un entretien, un suivi là, à moyen, à long terme. Merci. Puis, dernière question, parce qu'il y a plusieurs questions qui touchent à l'herbe à poux. Comment faire pour atteindre les objectifs de la SQRPA, qui est donc la stratégie québécoise de réduction de l'herbe à poux et des autres pollens allergènes? Donc, comment atteindre les objectifs de la SQRPA et la création de friches? Bien, je vous dirais que l'herbe à poux, on la retrouve surtout dans des milieux qui sont très fortement perturbés, des sols qui sont très pauvres, compactés. C'est pas ce genre de sol-là qu'on retrouve dans les friches post-agricoles ou qu'on met en place quand, par exemple, à Frédéric-Bach, ils veulent recréer des milieux naturels, recréer des friches. L'herbe à poux, on va plus la retrouver dans des friches industrielles, des milieux qui sont en attente de développement, comme Catherine parlait tantôt. Donc, oui, c'est une problématique, mais à partir du moment où on aménage les friches, si on a géré le sol convenablement, les autres espèces devraient prendre le dessus sur l'herbe à poux. Merci beaucoup. Il est déjà 12h05, donc on atteint la fin de ce webinaire. Je reprendrai un commentaire qui disait que la participation exceptionnelle montre l'intérêt pour le sujet. Effectivement, vous étiez très nombreux et nombreuses aujourd'hui, donc beaucoup, ce qui démontre l'intérêt pour les milieux ouverts et leur gestion. Donc, merci beaucoup, Madame Anger, de nous avoir consacré du temps. Merci aussi, Catherine, pour ta présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence, vos questions. Puis je répète que le guide sera en ligne, est déjà en ligne sur notre site web. J'ai partagé le lien en tout début de webinaire. Puis vous sera envoyé ainsi que les présentations par courriel dans les prochains jours. Donc, vous pourrez partager puis les consulter par la suite. Donc, je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous, une bonne journée. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des commentaires sur le guide. Ce sera un plaisir de discuter avec vous.